Allez, deuxième débat sur Boursorama à propos d'une équation qui se complique sévèrement pour le Premier ministre. Équation budgétaire, cette croissance qui est revue à la baisse. 0,5% cette année de croissance selon la Banque de France, 0,7% selon l'INSEE. Les chiffres sont tout chauds. Avec cette économie qui ralentit, l'inflation qui est autour de 2,5%. On est parti pour un dérapage de nos comptes publics. C'est pas un thaumaturge. Sébastien Lecornu ne pourra pas faire. Voilà, il y aura des coupes, il y aura des efforts à faire vu la trajectoire budgétaire aujourd'hui dans laquelle on va. Même si pour le coup l'accord de paix va donner un peu de peut-être pas de grain moudre, en tout cas, va éviter faire empirer la situation. Sur cette situation budgétaire, je serais un peu du même avis que la présidente de l'Assemblée qui dit qu'il faut se débarrasser de ça très vite. On fait un 49.3 sur un texte qui, de toute façon, n'aura aucune réalité concrète. C'est-à-dire qu'après l'élection du printemps prochain, le nouveau président de la République et son nouveau gouvernement feront probablement une loi de finances rectificative et corrigeront la trajectoire sur la base d'hypothèses économiques qui ont été changées. Parce que là, en ce moment, on parle d'une poussée d'inflation, c'est plutôt une hausse des prix. Et on voit bien le prix du pétrole est en train de baisser. Donc le temps que cette baisse se réincorpore dans l'évolution des prix à la consommation, on va rejoindre les mars-avril prochains. Et à ce moment-là, on aura de nouveau des indices des prix qui seront des indices des prix en dessous, très largement en dessous de 2%, voire ce qu'on a connu après la crise de l'Ukraine. Vous vous rappelez, après la crise ukrainienne, après la poussée des prix en 2022-2023, on était à la fin de l'année 2024, en 2025, aux alentours de 0,8% d'inflation en France. Fin 2025. Fin 2025, on était à ces niveaux-là. Bon. Donc je pense que le deuxième élément sur les prévisions de croissance, là je parle en présence d'un conjoncturiste qui pourra nous en dire plus, mais la vitesse à laquelle le nouveau gouverneur de la Banque de France s'est précipité pour infirmer les prévisions de son prédécesseur sont plus, à mon avis, une prise de pouvoir politique sur l'institution qu'une réalité d'une analyse économique poussée. C'est Banque de France qui a coupé en deux sa prévision de croissance. Voilà, il dit encore une fois, en si peu de temps qu'il y a eu, et d'autant plus que l'INSEE n'est pas allé aussi loin. Elle datait de mars, la prévision. Oui, en fait, l'INSEE n'est pas allé aussi loin. L'INSEE, en plus, a dit que finalement, le deuxième trimestre n'avait pas été aussi mauvais qu'on pouvait le craindre. Donc, je pense qu'il y a aussi une dimension politique de la part, ce que je ne critique pas d'ailleurs. Mais sur l'équation budgétaire, là, encore une fois, c'est compliqué. L'objectif, c'est 5% de déficit public fin 2026. Ça paraît hors de portée, ou alors c'est possible, mais à quelles conditions ? Non, mais cet objectif, il est difficile. Alors, d'abord, pour une raison conjoncturelle, c'est que même si l'inflation va revenir à des niveaux... 2,5% nous dit... des rythmes beaucoup plus favorables. La Banque de France. Mais on va effectivement avoir un impact inflationniste de la hausse des prix du pétrole. On l'a déjà sur au moins... Mais c'est derrière nous, puisque là on est repassé. Derrière nous, voilà. On est repassé sous $80. C'est pas derrière nous, on va encore l'avoir au deuxième trimestre. Et ça aura eu un impact négatif sur l'activité. Et donc... sur les recettes fiscales, c'est un impact qui n'est pas positif. Bon, comme on vit dans un monde où on est très attaché aux éléments nominaux et qu'on ne calcule pas la taxe inflationniste, on ne va pas intégrer la dépréciation de la dette liée à l'inflation. Ouais, j'ai rien compris là. Oui, vous n'avez rien compris, mais c'est ça le problème, c'est que personne n'y comprend rien. Mais quand il y a de l'inflation, il y a une dépréciation de la dette. Tout emprunteur le sait. Hein. Oui, ça oui. Oui, vous voyez. Oui. Donc, mais sauf que dans la gestion des comptes publics, quand il y a de l'inflation, est-ce qu'on change la cible de... Enfin oui et non, est-ce qu'on peut affirmer à tout le temps que l'inflation fait baisser la dette ? Oui, elle fait baisser la dette pourvu qu'elle soit à taux fixe. Mais il y a une partie de la dette... elle est à taux fixe. La dette est indexée. Il y a 10% de la dette qui est indexée sur l'inflation. Il y a 90%... Quand vous regardez le dérapage des dépenses publiques tel qu'il est présenté par Bercy en ce moment, la majeure partie du dérapage, c'est lié au fait qu'il va falloir indexer une partie de la dette. Il n'aime pas le mot dérapage des dépenses publiques. Le dérapage des dépenses publiques est lié à l'heure actuelle, non pas au fait que le gouvernement se soit décider de dépenser sans compter, c'est simplement le fait que mécaniquement l'augmentation de la charge d'intérêt est due à l'évolution de l'inflation. Non, l'évolution de la charge d'intérêt n'est pas liée à l'évolution de l'inflation, justement parce que... Non, mais pas l'évolution de la charge d'intérêt, mais la prise en compte de l'indexation dans les comptes publics. Alors, une partie de la dépense publique, les prestations sont effectivement indexées, oui. Et donc ça donc on aura plus mécaniquement. La dépense publique. Maintenant, les recettes publiques sont aussi indexées. Oui, sauf que l'activité est à zéro. Donc, l'activité diminue, mais il y a quand même une indexation des recettes publiques. Et puis d'autre part, il y a une partie de la dépense publique qui n'est pas complètement indexée, en particulier la masse salariale. Et donc ça représente une économie en termes réels, c'est-à-dire une fois qu'on tient compte de l'indice des prix, qui n'est pas négligeable. Et donc, ok, il y en a une partie qui est indexée, mais il y en a une partie pas négligeable. Certes, mais sur ces 5% des sites publics attendus pour visés par le gouvernement cette année, Rexecode dit qu'il faut faire en tout 12 milliards d'euros d'économies, 6 milliards de plus que les 6 milliards déjà annoncés. Oui, David, parce que
dans le monde dans lequel on vit, quand il y a de l'inflation, on dit il faut garder 5% d'objectif. Mais en fait, si on vivait dans un monde où on était un tout petit peu serein sur ces questions et on regardait les choses en face, on dirait oui, mais là, il y a de l'inflation, donc en fait, le déficit celui qui équilibre la dynamique de la dette, par exemple, lui, il a un peu augmenté. Donc, en fait, on n'a pas besoin de tenir 5%, on a besoin de tenir l'écart par rapport à ce déficit qui stabilise la dette. Et donc, en fait, l'inflation va un peu faciliter les choses. La perte d'activité la rend plus compliquée, mais l'inflation facilite. Sauf que là, ce qu'on fait, c'est qu'on retient que la partie perte d'activité. Et donc, on durcit la contrainte et on va se dire « Ah oui, il faut faire plus d'efforts. » Donc, on fait quoi alors ? On laisse filer le déficit ? Ce qu'il faudrait faire, c'est une chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire il faut absolument tenir ces 5% parce qu'on s'y est engagé. C'est une erreur pour vous de devoir tenir ces 5%? Alors, c'est une erreur, non, parce qu'on s'y est engagé, qu'il y va de notre crédibilité, que derrière notre crédibilité, il va nos taux d'intérêt. Donc, on est pris dans un système où on doit opérer de cette façon-là. Après, il ne faut pas dramatiser la chose. Dans le pire des cas, si jamais on n'arrivait pas à 5%, mais à 5,1 ou 5,2, oui. Il est assez facile de démontrer que le simple gain qu'on a en termes de dépréciation de la dette, en fait, compense largement ce dérapage. Vous l'entendez, l'argument sur le déficit public. Oui. Et donc, en termes de soutenabilité de notre situation budgétaire, en fait, il n'y a pas du tout péril en la demeure. Après, oui, on s'est engagé sur un chiffre. Comment vous qualifiez l'état de nos comptes publics ? L'état de nos comptes publics, il est aujourd'hui... Depuis 5 ans, 5% de déficit public. Il est aujourd'hui, je dirais, préoccupant. Il implique que les 10 prochaines années vont être marquées par un ajustement qui est loin d'être négligeable, qui correspond d'ailleurs à un certain nombre de choses qui ont été faites dans les 10 années qui précèdent, qui n'étaient pas financées, comme la suppression de la taxe d'habitation, comme la suppression ou la diminution des impôts de production, et donc toute une série de mesures qui n'avaient pas de financement, ou dont le financement était le surplus d'activité qui devait être généré par on nous le dit à chaque fois, ça. Voilà, et donc, mais bon, ok, et donc il va falloir traiter cette question. Voilà. Moi, je pense que d'abord, le raisonnement de Xavier, c'est un raisonnement assez traditionnel. D'accord, vous n'êtes pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord pour deux raisons. La première raison, c'est parce qu'il a un raisonnement qui consiste à... on ne va pas se fâcher quand même. Hein. Oui, on ne va pas se fâcher, qui est assez traditionnel, qui consiste à comparer le taux d'intérêt au taux de croissance. Et donc, le taux d'inflation gonfle artificiellement le taux de croissance, puisque c'est le taux d'intérêt nominal et le taux de croissance en valeur. Et donc, effectivement, s'il y a davantage de croissance en valeur grâce à l'inflation, l'exigence que l'on doit avoir en taux d'intérêt est moins forte. Mais quand on regarde la réalité de l'analyse de nos finances publiques, d'abord, nos engagements sont en termes aussi de déficit structurel. C'est-à-dire que l'inflation est une composante conjoncturelle. Alors, on a un déficit structurel de 140 à 150 milliards d'euros. Donc 4,5 à 5% de PIB. Donc il y a un effort colossal à faire. Et donc il ne faut pas se voiler la face. Cet effort, il faudra le faire. Le deuxième enjeu, c'est que je pense que soit on a une logique qui est une logique à taux de croissance constant, c'est-à-dire si on renonce à avoir davantage de croissance, effectivement l'effort va être de plus en plus douloureux à assumer. Et plus on fait l'effort, plus ça fait baisser le taux de croissance. Et donc le véritable possibilité offerte, c'est d'essayer d'augmenter la croissance. Et c'est ce qu'avait proposé François Bayrou en son temps. Il avait dit, écoutez, pour augmenter la croissance, il faut augmenter soit l'efficacité du travail, mais ça, c'est pas totalement acquis, soit augmenter la quantité de travail. Et il avait proposé de supprimer 2 jours de congé. Et donc, je pense qu'une des réflexions que l'on doit avoir, et ça rejoint le point précédent, c'est est-ce qu'on ne peut pas augmenter la quantité de travail pour augmenter la quantité de production de façon à, effectivement, à avoir une amélioration indirecte des comptes publics. 2 jours de congé, donc la retraite à 67 ans, ce sont des éléments qui permettent... 2 jours de congé... En fait, ce n'est pas une augmentation du nombre de jours de travail, contrairement à ce que ça veut dire. C'est une augmentation du taux de cotisation, Jean-Marc. Non, mais... Mais si, non, et là, il faut quand même être clair, il faut regarder ce qui s'est passé, parce qu'on l'a déjà fait, en fait. Oui, mais quand on a supprimé le lundi de Pentecôte... Mais on ne l'a pas supprimé, en fait. Pourquoi on ne l'a pas supprimé ? Parce que le lundi de Pentecôte, c'est une fête sociale, il y a des gens qui ont organisé des férias, Voilà, je veux dire, vous savez tout ça, et voilà. Et alors, donc, du coup, on a dit aux gens, OK, continuez à ne pas travailler, mais on va fiscalement considérer que vous travaillez, donc, en fait, on va vous prélever des cotisations. Donc, le résultat de ça, c'est quoi ? Ne pas s'engager dans la fiction, non, mais c'est quoi le résultat ? Véritablement travailler les gens plus. Ça n'a pas fait travailler plus les gens. Oui, j'entends bien, mais il faut ça a augmenté le taux de cotisation. Mais non, mais il faut parfois quand même être un tout petit peu honnête et dire la vérité. Là, la vérité, quand on supprime un jour de congé, et les gens ils s'en sont rendus compte et ils ont très bien compris, la vérité, c'est que quand on supprime un jour de congé, on augmente le taux de cotisation, sans le dire.
Mais on n'augmente pas la quantité. Mais non, mais on ne supprime pas le congé dans ce cas-là. Je suis d'accord que la question des retraites, un des éléments qui est clé dans la question des retraites et dans le recul de l'âge effectif de départ à la retraite, c'est effectivement d'augmenter la quantité de travail. Et donc là, il y a même un double dividende. On augmente d'un côté la quantité de travail, donc les cotisations perçues, les impôts perçus, l'activité économique d'un côté, et puis de l'autre côté, on paye moins de retraites, donc on diminue aussi les dépenses. Et donc, en termes d'ajustement, et François Bayrou a fait une erreur majeure, mais majeure, parce qu'il a fait croire qu'on pouvait arriver au résultat en supprimant des jours de congé, alors qu'en fait, la question était de dire, mais non, la seule véritable mesure qui va augmenter la quantité de travail, c'est la question des retraites, et elle est essentielle, parce que les effets intergénérationnels sont majeurs. Non, mais je ne suis pas d'accord avec cette idée. Et donc, supprimer des jours de Bayrou, congé, ce n'est pas supprimer des jours de congé. Quand on met des gens au travail un jour de plus, ça se voit d'ailleurs dans les comptes de la Nation, l'INSEE est obligé de retraiter les années bissextiles, parce que dans les années bissextiles, il y a un jour de plus de travail qui augmente le PIB. Et donc, si on supprime véritablement des jours de congé, si on fait travailler les gens, non pas en leur disant, effectivement, mais rassurez-vous, si on leur dit, vous avez à travailler plus, et en particulier... Il y a 40 toutes les années bissextiles, Jean-Marc. Oui, non, mais c'est aussi idiot que ce que... Enfin, je veux dire, c'est pas parce que l'INSEE retraite les comptes nationaux pour tenir compte du nombre de jours dans une année que la décision de dire chaque journée va faire 25 heures à partir de maintenant augmente la quantité de travail. Augmenter la quantité de travail, c'est de dire, voilà, un jour où vous avez travaillé alors que vous ne travailliez pas avant, et de le faire de façon effective. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Mais la suppression du lundi de Pentecôte n'a pas augmenté le temps de travail. C'est pas parce qu'on l'a pas fait. Pourquoi ça n'a pas augmenté le temps de travail qu'on ne doit pas le faire. Et d'autant plus que, encore une fois, quand vous regardez sur le plan des débats qui ont eu lieu au moment des 35 heures, moi je me souviens, la position de Force ouvrière à l'époque, c'était de dire, vous ne pouvez pas à la fois passer aux 35 heures et garder l'âge de départ à la retraite là où il est. Et donc, vous avez un choix à faire entre, si vous donnez du temps libre à la population, est-ce que vous le donnez à la population entre, mettons, 25 et 50 ans, ou est-ce que vous lui dites, vous allez continuer à travailler, mais en revanche, vous partirez à la retraite plus tôt. Et Force ouvrière avait dit, nous, on est plutôt favorable à l'idée de travailler plus entre 25 et 50 ans pour partir à la retraite plus tôt. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi une partie de la population qui considère que la durée du temps de travail dans la partie de la vie où on est vraiment actif pourrait être augmentée. Encore une fois, c'était Force ouvrière qui le disait au moment du rapport Charpin. En 30 secondes, avant de passer au dernier sujet de débat, sur cette équation budgétaire pour le Premier ministre et le gouvernement, comment il s'en sort? Donc on ne respecte pas l'objectif. Comment il s'en sort On augmente les impôts, on tempère la. Comment il s'en sort? On a pris des engagements européens, mais il y a des circonstances exceptionnelles quand même. Il s'est passé un conflit majeur en Iran, avec une augmentation du prix du pétrole qui n'était absolument pas le fait des politiques menées en Europe. Bien au contraire. Bon, ok, donc ça, je veux dire, si on a besoin d'une excuse pour justifier qu'on n'a pas tenu nos objectifs à 0,1 ou 0,2 points de PIB, on l'a. Ok. Mais on n'a même pas besoin d'excuses. Le traité le prévoit. Le traité dit, votre engagement, c'est le déficit structurel. Donc c'est un non-sujet. Vous avez un problème de déficit conjoncturel, pourquoi pas, et vous avez des circonstances exceptionnelles, ce qu'on avait fait au moment de la Covid. Le véritable enjeu, c'est que le gouvernement qui va arriver, lui, dans 8 mois, il va avoir à prendre en main le sujet et à dire, effectivement, soit on travaille plus, soit on paie plus d'impôts. Après tout... Ou les deux, d'ailleurs. Oui, depuis 2018 et depuis l'affaire des Gilets jaunes, il est totalement interdit de penser, d'évoquer l'idée d'augmenter la taxe carbone. Enfin, c'est quand même un enjeu qui est un enjeu qui dépasse... C'est un bon débat. Oui, qui dépasse uniquement le Je suis heureux que Jean-Marc s'engage dans cette voie. Moi, je suis pour la taxe carbone et supprimer les impôts. Je félicite. Ah oui, mais il y a en contrepartie quoi? Je supprime les impôts de production. Voilà, c'est là. Alors, ok, non, mais alors, il y a quand même un autre point sur lequel il ne faut pas non plus se voiler la face, c'est qu'il y a un petit problème politique aujourd'hui en France. Donc, le gouvernement actuel pourra faire ce qu'il veut. Il a une assemblée qui n'est pas capable de voter un budget, en fait. Et ce qui s'est passé au dernier budget, ça va être très difficile à reproduire, parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas arriver à un compromis entre les différentes forces politiques. Et on va encore moins pouvoir le faire dans la perspective de l'élection présidentielle. Donc les comptes publics vont dériver. Donc, de toute façon, à Bruxelles, on considère que l'année qui va s'amorcer est une année qui attend l'arbitrage de la présidentielle. Mais à la présidentielle, on peut espérer que sortent de la présidentielle et des élections législatives qui suivraient une majorité qui permettra de faire un certain nombre de choses. On peut même espérer que ce sera une majorité qui aura l'intelligence de faire les choses
qu'il faut et qui sont justes et qui sont pertinentes, ce qui est quand même pas acquis, mais c'est pas non plus acquis qu'on sorte avec une assemblée capable de voter un budget. On verra. On verra. Non, mais c'est le véritable enjeu est plutôt là. La clé budgétaire aujourd'hui, elle est dans est-ce qu'on est capable d'avoir un gouvernement et une assemblée qui sont capables de voter un budget. Notre problème, c'est pas l'état des finances publiques ou l'état de. Le problème, c'est que là, on a des gouvernements qui sont paralysés.